10 choses que vous devez connaître du marché que vous désirez transiger. Première partie. Salut à toi qui veux améliorer tes performances de boursicoteur ou à toi encore qui désire atteindre la maîtrise de l'art de la négociation active sur les marchés. Aujourd'hui, on va essayer de t'aider dans ton parcours. On avait envie en même temps de s'amuser là, comme d'habitude. Hein? Ça fait partie de la raison pourquoi on fait des podcasts. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de décortiquer pour toi les points qu'on pense importants, pour ne pas dire capitaux, à connaître lorsqu'on désire transiger un marché en particulier. Comme à l'habitude, je suis avec mon cher camarade et complice de toujours, Fuji Master François Joly-Dubois. Comment ça va, mentor? Ça va très bien. Là, tu vois-tu le sourire dans mon visage? Je suis excité. Patrick m'a craqué. Pour pré-podcast, on parlait d'options encore. Moi, t'as dit, ça se peut qu'on vous revienne avec peut-être en fin de saison, une épisode ou deux de faire une suite des options parce que ça avait été super populaire. Une autre saison, on avait fini en force avec ça. À voir. Puis on a des nouvelles stratégies, puis on explore toujours, puis on se partage des choses. Puis comme tu dis, c'est excitant. On doit se retenir. Notre psychologie, on fait attention, on est prudent. Mais c'est très excitant. Puis quand on pense au futur, moi, je trouve que c'est une plus-value. Puis... on est super craqués. Patrick puis moi, là, pour ce podcast, on s'est craqués avant. Là. On s'est craqués solide. Puis même, on a dû arrêter notre séance de blabla parce qu'on s'ennuyait pour parler à l'infini. Avant qu'on aille plus loin, là, je m'en souviens qu'on partait... Ah, vas-y. Question. On devrait faire ça une fois. Les hors-coulisses. On s'en va juste pour juste pour le fun. Pas des bloopers, mais les... Making of ou les... Making of. C'est ça. Les making of. Je vous le dis, on va peut-être en faire un making of. Parce que je vous dis, des fois, Patrick, moi, on parle de n'importe quoi. Vous allez voir l'arrière du décor. Ouais. Je vais rester transparent pareil, mais moi, je dois dire que quand le micro ouvre, on fait plus attention à ce qu'on dit. Quand on est tous les deux et on jase, là, c'est pas... mais là, on s'expose... on veut faire ça de façon propre et professionnelle. Là, c'est pas... Fait que des fois, quand on parle, c'est des réflexions, c'est des hypothèses. Mais je suis bien ouvert à faire l'exercice. Puis, regarde, écoute, on peut vivre toutes sortes de choses. Puis, ce que je veux quand même dire, avant qu'on aille dans le sujet, là, je veux quand même dire aux auditeurs que en trading, ça prend de la résilience. Puis aujourd'hui, moi puis François, on fait preuve de résilience parce que figurez-vous que le podcast qu'on tourne aujourd'hui, ça va être la deuxième fois qu'on le tourne. On a eu un problème technique, on s'est rendu compte de ça, on avait 3 épisodes, ça marche pas. Fait que là, 2 choix s'offrent à nous. Soit on se roule en petite boule pompleur où on est fâché, ou soit on dit, garde, on encaisse notre perte, puis next. Puis ça n'a pas été long. On a l'attitude pour ça. Mais oui. T'encaisses ta perte, puis next. Puis... Fait que là, on retourne pour vous cette capsule-là, mais ça nous fait plaisir, puis le sujet est toujours aussi passionnant, et ça va donner ce que ça va donner. On reste sans prétention, et c'est vraiment un partage qu'on veut faire avec ça. Puis avant de continuer, je veux te dire, François, que ces temps-ci, moi, je te regarde aller sur Facebook, dans le groupe, ça bouge beaucoup. Puis, je te trouve beau à voir. Les partages que tu fais, là, ça fait déjà un petit moment qu'il a été fait cette vidéo-là, mais tu avais partagé une vidéo sur le fly, pas de montage, être toi-même. Ce qu'on a vécu aussi dans les derniers podcasts avec ton fils, des feedbacks que j'ai eus de ça. C'était vraiment le fun de voir papa et fiston ensemble. Puis moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est tes yeux, ton regard à écouter ton fils parler. Tu avais une fierté, puis tu avais même, je dirais, un sentiment d'accomplissement de l'avoir enligné dans la bonne voie. Ouais. Se peut-tu? Bon. Oui. Puis je vais faire du pouce à ce que tu dis. Hier, j'avais une conversation avec, puis c'est pas moi, là. C'est lui, il est venu me voir. Il dit, hey, avec Patrick, c'était super le fun. Il est bon, puis il dit, si ça vous tente, moi, je suis ouvert à faire plein d'autres podcasts, j'ai plein d'idées. Bon. Écoute, il va soumettre les idées, puis on est ouvert, c'est sûr. On verra. Mais bref, pour sa première expérience, il a bien fait ça. Puis écoutez, il a été, je crois qu'il a été inspirant, mais surtout inspiré, parce que c'est venu de lui-même. Il dit, hey, c'était super le fun, puis ça vous tente, let's go. Tu sais, en tout cas, ce que je trouve intéressant de l'idée de le réinviter ponctuellement, là, tu sais, peut venir faire son tour, c'est que là, on va voir l'évolution aussi, parce que ça va vite, là, l'évolution à son âge, puis où il est rendu, là.
y a des choses qui bougent, ça cogite, puis fait que ça devrait être sûrement très intéressant. Regarde, tu y enverras, dis qu'il m'envoie une liste d'idées, puis on va spotter, puis on va le concrétiser. Peut-être mise à jour depuis le dernier podcast, là, il a fait sauter 2 comptes, il dit « Colin, ça l'a shaké ». Il est revenu en mode simulation. OK. Pas mode simulation, il a fait il a réouvert des comptes, mais les challenges, là, quand tu es en mode évaluation. En mode démo, moi, c'est évaluation. Ouais, c'est ça. Démo, évaluation, puis là, il a repassé ses challenges, puis là, il est rendu en live des Express Accounts là, sur 2-3 comptes, puis je pense qu'il est up genre 3-4 000, ça va bien. Okay. Tu sais, la confiance, hein, j'ai dit, Colin, Jacob, faites-en pas, papa, sur 30 ans, il y a peut-être eu 5-6 années, 4-5 années négatives, là, fait que, si pendant un mois, ça va pas super bien, Jacob, c'est pas la fin du monde, c'est comme... Ouais. Mais c'est correct, il passe à travers toutes les... Exact. Fait que bref, les étapes. À voir si on le renvoie. Ben écoute, ça va me faire plaisir. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, on part dans notre sujet du jour. Yes. Là, ce qu'on veut développer avec vous, là, on va parler de 10 informations à savoir, mais ce qu'on veut développer avec vous, en tout cas, ce qu'on vous suggère de développer, ce que moi, je travaille à développer, ce que François développe toujours, mais que je dois dire beaucoup de choses que c'est déjà intuitif pour lui maintenant, c'est intégré, ça fait partie de son identité, mais vous devez développer une seconde nature, puis l'instinct du trader. Donc, c'est le feeling. Sans être obligé de l'expliquer, sans être obligé d'avoir une checklist. Ben, elle est bonne, la checklist à côté, mais si en dedans de nous, on le sait ou on ne le sait pas tout de suite, en partant, on peut passer à autre chose ou dire, OK, je vais y aller. Et encore plus important, lorsque vous allez dans l'exécution, ça va se faire rapidement, avec une assurance, parce que c'est là aussi qu'on se plante des fois, quand on veut exécuter nos plans ou où on n'a pas tout planifié, où on n'est pas tout sûr de ce qui s'en vient. Fait que des fois, on va réagir bizarre. Donc, l'idée de ça, c'est que ça fasse partie de votre identité. Puis après ça, ben là, c'est à vous de voir ce que ça vous apporte. Alors, c'est parti. On commence avec la liquidité du marché. La liquidité, le point qu'on doit garder en tête, c'est que ça va nous indiquer la facilité à laquelle un actif peut être acheté ou vendu. S'il n'y a pas de liquidité, ça va être dur d'entrer ou sortir, mais c'est aussi que ça va affecter le prix. C'est sûr que des investisseurs de notre taille, ce n'est pas nous nécessairement qui influencent le prix le plus, mais on garde ça en tête. Un marché liquide permet des transactions rapides, à moindre coût, des plus petits spreads, puis ça réduit les risques. Là, les mots-clés que j'ai gardés en tête, puis là, tu sais, ça, c'est un mot que ça fait un bout de temps que je le connais, mais c'est François qui me l'avait appris, c'est le mot « float », qui est un bel anglicisme, qui est comme les actions disponibles à la transaction. Là, je vais laisser aller un petit peu François avec ça. Parle-nous du float. Bien, c'est ça. Un peu comme Patrick dit, la float, c'est les actions disponibles à transiger. C'est pas nécessairement toutes les actions qui sont en jeu, parce que des fois, les big boss qui ont des actions, mais c'est des actions, exemple, privilégiées, puis ils peuvent pas vraiment... sont pas disponibles à transiger. Ouais. Donc, c'est ça. La float, c'est les actions disponibles à transiger pour monsieur, madame, tout le monde, pour Patrick et moi. Donc, si on parle de liquidité, plus que la float est haute, plus que, évidemment, c'est liquide. Mais moi, durant le jour, j'aime bien trancher les actions qui flirtent en bas du 100 000. Donc, c'est des actions, pas 100 000, 100 millions de float. C'est des actions un peu plus volatiles qui amènent... Des fois, il y a moins de liquidité, mais on s'arrange pour choisir la saveur du jour. Quand on parle pour du day trading, c'est la saveur du jour. Avec des floats en bas de 100 000, ça l'amène... il y a quand même beaucoup de liquidité, mais beaucoup d'amplitude. C'est super intéressant. Fait que float rime aussi avec liquidité. Là. Plus est élevé, plus que généralement liquidité. C'est ça. Là, ce que tu as dit, c'est quand même intéressant, c'est que là, tu ne veux pas nécessairement celle qui en a le plus, parce que ça nous prend du mouvement aussi. Tu as trouvé ton sweet spot. Le sweet spot, c'est ça. Aux alentours, là, genre 100 millions et moins de float. Colin, c'est là des fois qu'il y a des fusées. Ouais. Les fusées, c'est comme les fusées d'Elon Musk. Hein? Des fois, ça décolle, puis ça peut cracher assez vite. Donc, il faut faire attention là, quand on transige des types de fusées. Là, c'est ça la saveur du jour, puis le lendemain, c'est fini, on oublie ça. T'sais, oui, on réévalue le lendemain, mais on parle pour du day trading. La saveur du jour, c'est de 9,5 à 4. Après ça, on arrête. Fait que sweet spot,
pour avoir de la bonne liquidité, du bon volume, des belles amplitudes, float aux alentours de 100 millions, là, c'est super intéressant. Oui. Là, tu as dit le mot volume. Le volume fait partie de ça aussi parce que peu importe la float, s'il y a du volume, c'est parce qu'il y a beaucoup de transactions. Donc, s'il y a beaucoup de transactions, c'est plus facile d'entrer puis sortir parce qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Fait que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on doit savoir. Puis, l'autre point qui était noté, c'était pour les options, là, souvent, ce que vous voyez, c'est le open interest. Donc, les gens qui ont des ordres, qui sont là, qui veulent acheter une option, c'est une autre façon d'aller voir s'il y a de la liquidité, en fait. C'est qu'avant de prendre position, on doit développer le réflexe d'aller juste valider ça avant. On a parlé avec ton fils du double check la dernière fois. Donc, c'est un double check, c'est de s'assurer, un peu, là, je suis là, mais si je ne veux plus être là, je vais être capable de sortir. C'est ça qui est encore plus important. C'est ça. Être capable de sortir. Oui, c'est ça. L'open interest, mettons, on va parler d'un titre de Apple. On va parler des options sur Apple, mais option ou pas option, là, si, mettons, Apple vous intéresse, mettons, c'est un titre qui se transige, on va dire, à 150. Si vous avez de l'intérêt pour le transiger à 100 $ ou à 200 $, qui est beaucoup à l'extérieur du prix actuel, mais l'open interest, ça se peut que ça soit moins élevé là. Ouais. Si présentement Apple se transige à 150 $, mais entre 145 et 155, mais l'open interest va être fort, fort, fort. Là. C'est là qu'il va y avoir le plus d'intérêt et de positions ouvertes en cours sur ces produits-là. Exact. Puis ça, c'est aussi, moi, dans mon cas, tu sais, quand je prends une position, je travaille beaucoup, beaucoup avec les ordres limites pour avoir mon prix. Puis d'ailleurs, tu sais, quand les fois où je fais des ordres marché, je reçois un message d'Interactive Broker par email qui dit « Ah, vous faites des ordres marché, sachez que ça ne va pas être exécuté nécessairement à votre prix. » Tu sais, ils nous avisent, là. Donc, quand on rentre, c'est pas pire, parce qu'il y a des fois où je rentre pas, puis il y a des fois où rentrer, ben, ça me prend 4 heures. Ça me prend 4 heures rentrer, puis je veux sortir avec un ordre limite. Ça va me prendre, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est aussi, ça fait partie de la gestion du risque. Donc, en sachant si le marché est liquide ou pas, bien là, on met les chances de notre bord. Fait que ça, c'était pour le premier point. Le deuxième, le fonctionnement des heures de négociation. Donc, les horaires d'ouverture, de fermeture des bourses, parce que des bourses, il y en a partout dans le monde. Donc, ils ont tous des horaires, mais en général, c'est de 9h30 à 16h. Donc, la bourse de New York, à 9h30, nous, c'est quand même le moment, c'est pour moi la demi-heure la plus importante de ma journée. Puis, il faut aussi savoir c'est où les périodes de forte et faible activité. Parce que si vous tradez le Forex, bien, vous pouvez trader en soirée, mais là, ça va être le Japon qui va être ouvert. Si vous voulez trader le matin, bien là, vous allez avoir la bourse de New York et de Londres en même temps. Donc, automatiquement, on a plus de liquidité, de volume, etc. Donc, c'est à vous de comprendre votre marché. Moi, je dirais même, est-ce que votre horaire, votre emploi du temps correspond aussi avec les moments où vous devez transiger, là? Si vous voulez faire du day trading, puis que vous voulez, je ne sais pas, me scalper le Forex le soir, bien, c'est une autre dynamique complètement que si vous voulez le faire le matin, mais si vous travaillez le matin, vous ne pouvez pas. Fait que les choses qu'on peut retenir, là, donc j'ai parlé du mot Forex. Le Forex, là, je laisse François nous donner les infos pour qu'il interagisse un peu. Forex, c'est ouvert comment, ça? Quand est-ce qu'on peut transiger ça? Ouais, j'étais seul dans mon coin. C'est bon, là, le Forex, c'est ça. Un peu comme Patrick dit, là, c'est 6 jours par semaine. On peut trader, là, ça l'arrête 1 heure, entre 5 heures et 6 heures, pendant que les banques balancent leur chiffre. Et c'est ça. C'est 23 heures sur 24. Il y a le Forex. Sinon, sur le marché des actions, si vous avez accès au pré-market puis after-market, c'est de 4 heures le matin à 8 heures le soir. Là, ils vont même changer les règles. Ils veulent des titres. Certains titres, je pense, rendus 24. Oui. Sinon, le fameux marché de la crypto-monnaie, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, c'est important de savoir, là, de connaître les heures qu'on veut transiger. Pas les heures qu'on veut transiger, oui, mais les heures de négociation des produits qu'on transige. Exact, parce que c'est ça. Idéalement, on se positionne au bon endroit dans le calendrier de ça, puis ça fait juste partie des bases à savoir. On y va avec le troisième point. Là, on parle de la volatilité ou la tendance historique. La volatilité, ça mesure l'ampleur, des fluctuations des prix. La tendance historique, ça nous donne une idée des mouvements à court, moyen, long terme. Est-ce que ça va par en haut? Ça nous crée un billet. Les deux facteurs, ça va influencer quoi? Ça va influencer le risque
puis la gestion des positions. Est-ce que le titre, aussi, ça c'est important, dans l'ampleur des fluctuations, est-ce que le titre qu'on analyse au fil du temps, quand il a traversé une crise, est-ce qu'il généralement, il s'est relevé ou il est resté au plancher? Donc, est-ce que quand vous regardez l'historique, moi j'aime bien mettre ça à la semaine, là, puis regarder depuis que j'ai le data, là, est-ce que c'est toujours une belle pente haussière qui, quand il y a des corrections, revient rapidement? Parce que des fois, on en voit qu'ils ont descendu, puis après ça, c'est la décennie perdue là, qu'on a vu après la bulle du dot-com. La décennie perdue, les titres n'ont pas remonté tout de suite. Là. Fait que là, il y a des gens qui ont été très, très, très patients là, pour récupérer. Donc ça va vous donner des indices du risque là, à lequel vous vous exposez. Puis là, j'avais comme... Oui, vas-y. Ben, je fais un petit pouce à ce que tu dis parce qu'on entend souvent ça que le Nasdaq, ça a pris 10 ans à tout récupérer. Qu'est-ce que ça a perdu? C'est pour ça, là, d'écouter les autres podcasts, il y a plusieurs façons d'investir. Là. C'est sûr que si vous faites un all-in ou si vous achetez tout par hasard la veille du fameux crash, si vous investissez 100% de ce que vous vouliez investir, bien là, oui, ça va vous prendre 10 ans à tout récupérer. C'est pour ça qu'il y a différentes stratégies de façon d'investir. Là, une périodique ou une fois par mois. Quand les marchés sont à un sommet, up 15-20%, posez-vous la question, là, c'est-tu là que c'est le temps de... Mettons, vous avez 5 000 à investir, c'est-tu là qu'on le met tout d'un coup? On divise ça par 10 versus quand le marché est moins 20%, c'est peut-être là que c'est peut-être d'investir tout one shot. Mais bref, ça, je sors du sujet, là, mais parce que ça m'a... c'est pertinent. Puis je l'entends souvent, là, Patrick, là, la décennie perdue, puis ça fait CHIR, quand j'entends ça, le monde, ils disent « Ouais, mais ça leur a pris 10 ans à tout récupérer. » Oui, 10 ans, mais c'est qui va tout mettre la veille? Puis c'est sûr que c'est arrivé à des personnes, là, mais c'est qui va investir 100% de leur profit ou 100% de qu'est-ce qu'il faut qu'ils investissent one shot quand les marchés sont... Exact. C'est pour ça qu'on fait les podcasts. C'est pour ça que c'est pour vous informer, donner des petits trucs. Donc, on continue. Puis, mais quand même, juste pour terminer, ce que tu dis là, c'est tellement important. On diversifie, les amis. Là. Vous ne mettez pas tout dans le même panier. Hier, j'étais à la radio, puis il a interviewé un gars, il connaît rien. Il dit, moi, je connais rien. Là. Il dit, il a acheté du Bitcoin quand c'était 1 piastre, puis il en a acheté 1000. C'est un Québécois. Il ne voulait pas dire son nom. Puis il dit, fait que là, c'était, je ne sais plus combien, là, 140 millions. Là, Fait qu'il dit, moi, j'ai été chanceux. Fait qu'il a eu son billet de loto. Mais lui, il connaît rien. Mais entre vous et moi, il n'a sûrement pas mis tout son cash non plus là-dedans. Il a mis 1000 piastres. En ce temps-là, il a mis 1000 piastres. C'est ça. Donc, mais il a fait son bon coup, mais il n'a pas tout risqué. Donc, malgré le fait qu'il ne connaît pas ça, il avait quand même eu un instinct de pas... J'y lève mon chapeau. Tu sais, une fois que tu as doublé ton argent en bourse, tu as triplé, tu as fait x10, tu achètes du Bitcoin, tu achètes du Apple à 1 piastre. Quand c'est rendu à 10 piastres, tu te dis, Colin, mais ça... Je ne sais pas si ce gars-là, sûrement, il est encore aujourd'hui, mais écoute, je lève mon chapeau. C'est impressionnant. C'est beau. Ben, il est chanceux. On est content pour lui. C'est super. Et les bitcoins maximalistes, ils vont dire, mais moi, je ne vends jamais, c'est pour le procédé. C'est ça. Ben lui, c'est sûr que son train de vie, il en retire, puis là, il vit avec ça. Puis, tu sais, ça continue de monter. Puis, mais moi, c'est sûr que là, c'est personnel, mais là, est-ce que rendu à ce montant-là que tu as fait, as-tu vraiment besoin de le tripler encore ou tu pourrais juste dire, je vais... Mais ça, c'est une mentalité. C'est ça. C'est comme Elon Musk quand il valait whatever, 100 millions. Quand il valait 50 milliards, tu sais, 150 milliards, il aurait pu dire, ah non, mais là, c'est le genre de personnage-là, c'est... L'ambition. C'est à fond, c'est l'ambition. Puis, chaque personne est différente. Mais là, c'est chacun. Tu sais, moi, j'aurais tendance à dire, je vais en prendre une partie, là, je vais diversifier ça va me prendre une sécurité, je vais en laisser là qui va continuer. Mais ça, c'est personnel. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, j'avais... je fais une petite parenthèse de Bitcoin. Moi, j'avais acheté du BTCC. Tu sais, moi, je veux de l'exposure dans mes... que ça soit réglementé, là, fait que j'avais pas acheté du Bitcoin direct, là. J'avais acheté du BTCC quand le Bitcoin valait genre 23 000. Ça l'avait doublé à 60 000. Ça a doublé j'ai doubler mon argent. J'ai vendu. Un check aujourd'hui, là, je vais en mordre mes doigts, là, c'est x3, x4. Oui, mais ça, c'est le défaut de la qualité d'être un investisseur actif. Ouais. C'est ça. Ça vient avec, mais tu as d'autres choses que tu as fait des bons coups, puis parce qu'on est actif, puis il y a d'autres stratégies qui nous donnent des rendements incroyables aussi, sur des titres qui ne bougent pas. T'sais, fait que ça amène
plein de possibilités. Il faut regarder ça dans l'ensemble. Mais c'est inspirant, pareil, des histoires comme ça. Puis là, c'était juste pour conclure que c'est la volatilité. Fait que le Bitcoin, très volatile. Tesla, tu as parlé, très volatile. Des bons du trésor, c'est peut-être, c'est plus stable. Dans le Forex, Euro, USD, il est peut-être moins volatile que d'autres paires. Mais là, encore là, ça dépend de la géopolitique. Ça dépend de plein de choses. Fait que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous transigez. Mais vous devez savoir la volatilité de vos affaires parce que si vous ne le faites pas, prenez un risque là, avec ça. Alors, ça, c'était le premier épisode. On va en avoir un deuxième, bien entendu. On est bien heureux de revivre ça avec vous, pour nous, mais c'est complètement différent. On n'a pas le même discours, là. C'est des idées qui se regroupent, mais ça amène d'autres réflexions. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une belle semaine. On se retrouve dans 7 jours avec la suite des choses que vous devez connaître du marché que vous désirez transiger. Alors sur ce, bon trading!